Nous allons découvrir l'histoire de ce centre de contrôle régional qui débuta en 1946. Son évolution est judicieusement commentée en partant d'images, tableaux synoptiques et cartes. La vie de l'aéroport de Mérignac était également retracée afin de mieux resituer le centre de contrôle dans son environnement aéronautique. Enfin, nous verrons certains objets et outils de travail, reliques précieuses des origines du contrôle aérien. Cette exposition est présentée par messieurs Drobicheff, Trident et Jacques Ménard, qui en sont les instigateurs. Suivons-les dans cette présentation. Cette exposition, c'est la première partie de ce tableau et celui qui est à côté. Là, c'est une petite historique des différents emplacements du centre, de façon à ce qu'on puisse bien se repérer. Et ensuite, dans le reste de l'exposition, on a développé 3 ou 4 thèmes particuliers. Alors là, c'est la première partie du tableau. Bon, ben, c'est quelques photos de la plateforme, puisque le CCR n'existait pas, mais enfin, il est situé sur le terrain de Mérignac. Et ensuite, on voit l'emplacement des 3 premiers CCR dans l'ancien bâtiment en bois, qui est occupé en partie, je crois, par la protection civile maintenant. Alors, ce sont les tout débuts. Donc, la date de création, c'est le 16 avril 1946, puisque c'est la date à laquelle M. Kengler, le premier chef de CCR, a été nommé. Bon, il n'y avait pas grand-chose, mais enfin, toujours ce bâtiment. On voit d'ailleurs que là, la tour avait des petits carreaux, et puis ensuite, dans la photo là, avec la tour à damier, c'était la tour qu'on a connue pendant un certain nombre d'années. Ensuite, en 1952, nous sommes partis dans le bâtiment que nous appelons bâtiment d'assaut, qui est d'ailleurs toujours occupé par la salle d'écoute d'assaut et du CEV, car le CCR en bois était tellement vétuste qu'il fallait l'abandonner. Alors dans ce deuxième CCR, il y a 2 phases. Avant 58, où on faisait du contrôle à la fois sur graphique chemin de fer, sur strip et du plotting. Et ensuite, après 58, où on a abandonné le plotting et le graphique pour faire uniquement du contrôle sur strip. On voit d'ailleurs les premiers pupitres de contrôle qui ont été fabriqués localement, qui sont en contreplaqué. Et là, on avait 3 fréquences à ce moment-là. Alors, ce développement a été lié au centenaire des apparitions de Lourdes, qui avait amené la création de voies aériennes et la création de la terminale de Tarbes et de Pau, pour amener donc les pèlerins sur Lourdes. Alors, il y avait toujours effectivement 2 composantes, le CCR et le BCT. On voit quelques images du BCT en bas, qui était chargé de fournir 2 services mobiles, c'est-à-dire liaison entre les avions et le contrôle, et le service fixe qui consistait à acheminer tous les messages, en particulier les plans de vol, d'un centre vers un autre. Troisième CCR, nous sommes arrivés en juin 61, près de la tour de contrôle. Ça nous permettait de pouvoir bénéficier de l'image du radar dont l'antenne est sur la tour. C'était très intéressant. On voit au départ sur les pupitres de contrôle qui n'avaient pas de radar, et après nous avons reçu des scopes qui étaient déjà utilisés par le CERN Nord. Et ces scopes avaient une particularité, c'est qu'il y avait des bobines tournantes et ils étaient très très bruyants. Jour et nuit, on entendait tourner ces bobines. Alors, ce qu'on peut voir aussi, les quelques images radar que l'on aperçoit montrent quand même quelle était l'image qu'avait le contrôleur devant son nez pour pouvoir travailler avec tous les échos fixes. Et la photographie d'à côté montre un progrès quand même important à la mise en service du radar secondaire qui permettait en particulier d'éliminer et les échos fixes et les échos d'avions qui n'étaient pas équipés de radar secondaire. Bon, il est évident que
il fallait être prudent puisque l'obligation d'équipement de radar secondaire n'existait pas à l'époque. C'est la construction du bâtiment frontal où nous nous trouvons, hein, c'est dans les années 64-65, parce qu'il ne faut pas oublier que ce bâtiment a été fait d'abord pour loger le BCT qui est arrivé en 67. Et pendant le même temps, on construisait aussi la salle de contrôle dans laquelle nous sommes arrivés dans la nuit du 10 au 11 juin 70. Alors ce qu'il faut bien remarquer, c'est que au début, le radar local ne fonctionnait pas. On l'aperçoit sur cette image du centre où seul le pylône a été construit. Et nous avons travaillé avec le déport de l'image du radar qui était sur la tour de contrôle. Nous avons travaillé avec notre radar à partir du début 72, où le radar a été mis en service, le radar local. Alors ce centre a toujours été en extension. On a matérialisé ici plusieurs d'entre elles. Et en 79, on a fait la réception des travaux concernant le doublement de la superficie de la salle de contrôle. Et nous avons actuellement une salle qui fait un petit peu plus de 800 mètres carrés. Alors tous ces travaux ne sont pas terminés puisque, à l'heure où je parle là, il y a encore une extension qui est en cours, dont l'objectif principal est de rapprocher du bâtiment central les ordinateurs, les nouveaux ordinateurs que nous allons recevoir dans le courant de l'année. Alors bien sûr, on va en profiter pour à chaque étage avoir des bureaux, des salles de cours, briefing, laboratoire de langue nouveau. Alors là, sur cette vue, on voit très bien les différentes extensions qui ont été réalisées jusqu'en 1980. À gauche, là, à côté de la centrale, on voit un bâtiment un peu plus clair qui a été bâti, c'est l'entrepôt. Le bâtiment frontal, c'est pareil, l'extrême gauche un peu plus clair, c'est une extension qui a été faite dans les années 69-70. Et puis on aperçoit bien dans la partie droite l'extension qui a servi à installer l'instruction, le BTIV, et agrandir les ateliers au rez-de-chaussée. Un meuble de contrôle qui est nous avons connu de 70 jusqu'à dans les années 86-87, puisque nous sommes venus dans la nouvelle salle agrandie en 88, au début de 88. Toutes ces positions de contrôle ont été remplacées par des meubles avec des modules orange et jaune, et une disposition tout à fait inédite en France pour un centre de contrôle. Oui, alors là, un élément qui est du journal de marche des centres, dans tous les centres il y a un journal comme celui-ci. Et celui-ci a donc été mis en service une dizaine de mois après la date officielle d'ouverture du centre. Alors on trouve quelques signatures bien connues de gens qui ont fait leur chemin, comme Pichon par exemple, qui a terminé comme commandant de bord sur 747, et qui maintenant est à la retraite. Et le chef de centre de cette époque? Le chef de centre de l'époque était M. Kemmer, c'était le premier. Il y a un télétype dit Sagem des années 50 qui permettait de passer un certain nombre de messages. On voit ici un message test qui servait à voir si tous les caractères s'imprimaient correctement. On a ici un scope radar de type Snery de chez Thomson. Alors ça n'a pas été le premier scope de l'époque en dessous de la tour de contrôle, qui était à bobine tournante, mais la génération suivante, qui permet, dans les années 50, on voit apparaître un outil de contrôle nouveau qui s'appelle le STRIPS, c'est-à-dire c'est une bande de papier, comme on le voit ici, qui permet de noter les renseignements utiles sur chaque vol, à savoir par exemple l'indicatif ici, la route suivie et l'altitude. Ces altitudes étaient au départ exprimées en mètres.
ici de la place pour écrire, puisqu'il s'agissait de repérer les avions par rapport à certains points caractéristiques et de noter les heures de passage. On va garder le principe pendant de nombreuses années en essayant de l'améliorer. Donc ici, par exemple, en imprimant d'avance les principaux points de passage, il suffit donc de remplir ensuite les cases. Petit à petit, le système s'est automatisé. On voit ici, par exemple, une sortie sur imprimante de plusieurs vols à la fois. Il fallait alors les découper à l'aide de ce qu'on appelle le massicot. On glissait l'ensemble ici et on séparait chaque bande de façon à la mener au poste considéré pour le suivi de l'avion. On constate ensuite une évolution vers quelque chose de plus succinct puisque petit à petit le radar sera de plus en plus renseigné et le strip deviendra de plus en plus court pour devenir actuellement ceci. Où sont notés les renseignements les plus utiles. De plus en plus, maintenant, le contrôleur peut lire ces renseignements directement sur le scope et la tendance est la suppression totale du papier. Alors ici, donc, on a ce qu'on appelle un tableau de strip, c'est-à-dire ce que voit le contrôleur devant lui, avec sur chaque papier les indications utiles pour chaque vol. Et dans les années 70, chaque contrôleur gérait à peu près 12 avions en même temps, et cette capacité maintenant est pratiquement doublée grâce à l'apport de l'automatisation. Ici on a une imprimante dite Soder sur chaque poste de travail. Présenter l'environnement aéronautique du centre ERNA, parce que bien sûr ce n'est pas un hasard si le centre de contrôle a été installé à Mérignac, c'est parce que l'État possédait des terrains et que de ce fait il était plus économique et plus rationnel de construire un bâtiment donc sur la plateforme aéroportuaire. L'histoire aéronautique de Mérignac commence vers en 1910, la tradition locale fixe à 1906, mais la date est aujourd'hui fortement contestée. Donc nous partons plutôt de 1910, qui voit trois grands événements. D'abord le premier survol de la ville de Bordeaux, ensuite le premier voyage aérien de Paris à Bordeaux, et sur le 11 au 18 septembre, la fameuse grande semaine aéronautique, le premier meeting, qui n'a jamais été organisé, donc dans la région bordelaise. De cette histoire de la plateforme aéroportuaire, il faut retenir d'autres grandes dates. C'est 1920, la création des premières relations commerciales. 1922, c'est l'achat des terrains de Ténac sur lesquels vont s'implanter l'aéroport. La semaine aéronautique, avant, s'était installée, ça avait eu lieu sur le terrain de Beaudésert. Mais ce ne sont pas ces terrains qui vont être retenus pour faire un aérodrome, ce sont des terrains voisins sur les terrains qu'on appelle les terrains de Ténac, d'où l'appellation du premier aérodrome de Mérignac en Bordeaux-Ténac. Pour la petite histoire, rappelons que c'est en 1925 que Maurice Bastier a eu son droit de pilote sur l'aérodrome de Mérignac. Ensuite, une autre grande date, c'est 1931. C'est en 1931 que la Chambre de commerce de Bordeaux obtient la concession de l'aéroport de Bordeaux, Ténac-Mérignac, pour en assurer la gestion et l'implantation d'un aéroport qui aura une vocation internationale. Dans les années qui ont suivi, avant-guerre, on peut rappeler la venue de Marcel Bloch en 1934, qui s'installe à Bordeaux. Marcel Bloch, c'est lui qui se fera rappeler ensuite à partir de 1947 Marcel Dassault. Et puis 1936, c'est l'installation de la base aérienne. L'armée de l'air a choisi ceci pour y installer une base importante d'avions militaires, dont les fameux blocs 200 qui ont été des avions de transport qui ont doté l'armée de l'air française. Et puis 1937, enfin, la création de la première aérogare, une architecture relativement raffinée,
Et malheureusement, cet aérogare ne servira que très peu de temps, puisque 1940, c'est l'installation, l'occupation allemande, et 1942, l'aérogare est détruite par les bombes. Alors donc l'aérogare étant détruite bien sûr et les Allemands occupant l'aérodrome, les activités commerciales sont totalement suspendues et elles ne reprendront qu'à partir de 1945. Et en 1946 sera construite une nouvelle aérogare, mais avec des bâtiments préfabriqués en bois. Et c'est dans cet aérogare ou à proximité immédiate que sera construite la tour de contrôle, toujours en bois, avec au pied un bâtiment qui verra l'installation du premier centre de contrôle régional créé dans la région sud-ouest en 1946. Aussi, bien la renaissance de l'industrie aéronautique et pour Mérignac, chose très importante, l'implantation des usines Marcel Dassault sont installées pour construire d'avions, le Dassault 115, la série des 115, le fameux Flamand, en transport et en fonction de l'armée de l'air française. C'est là l'origine donc de Dassault de Mérignac. La Chambre de commerce assure l'inauguration des nouvelles installations aéroportuaires, nouvelle aérogare donc entièrement conçue pour les perspectives de l'accroissement du trafic, et surtout l'implantation est nouvelle par rapport aux pistes, puisque le choix d'implantation a été pris de façon à ce que l'aéroport soit le plus proche de la ville de Bordeaux, donc plus rapidement accessible. Donc 1960, inauguration des installations, et 1961, installation d'une antenne radar. Ce nouveau centre va s'avérer très rapidement insuffisant au niveau de ses capacités d'accueil du secteur de contrôle, et très rapidement donc il va y avoir la construction d'un nouveau centre de contrôle en 1970. Dans la nuit de 10 au 11 juin, il y aura donc transfert dans les nouvelles installations entièrement modernes. Et dans l'année qui suit, la construction du nouveau pylône radar qui permettra la suppression de l'ancienne antenne sur la tour de contrôle. Le nouveau pylône radar qui est maintenant le point de repère le plus caractéristique de la plateforme aéroportuaire. Avant, dans les années 70, donc à partir de 62, s'était implanté aussi à Bordeaux la compagnie Air Inter avec ses premiers avions, les Vickers Viscount, qui ont été transformés petit à petit en Caravelle, puis Caravelle 12, et puis ensuite on a vu l'apparition des Mercure et Airbus. Ceci donc pour rappeler la présence à Bordeaux des lignes Air Inter, qui représente. Puis à partir des années 1970, c'est aussi la grande phase d'expansion de l'aéroport international de Bordeaux, puisque la Chambre de commerce va lancer plusieurs phases d'agrandissement, côté piste ou côté parking, réfection et agrandissement des gares de fret, et puis à partir de 1990, le lancement d'une nouvelle phase, de la troisième et dernière phase, c'est-à-dire la création d'une nouvelle aérogare. D'abord, la Chambre de commerce a doté les installations d'un nouveau logo, le bleu et vert, pour les aéroports de Bordeaux, qui est donc dans cette phase de modernisation. Enfin, sur la plateforme aéroportuaire, la dernière réalisation que l'on peut situer dans l'échelle historique, c'est la construction et l'inauguration des nouveaux locaux régionaux d'Air Inter, inaugurés le 15 mars dernier. En ce qui concerne l'évolution des cartes aériennes, on peut constater donc que juste après la guerre en 1947, sur cette carte, eh bien, il n'y a pas de voie aérienne qui traverse la région bordelaise. La seule voie aérienne existait entre Londres et Marseille, puis vers l'Afrique du Nord. Bon, c'est une région où il y avait simplement une région de contrôle terminal autour de l'aéroport de Bordeaux, mais aucun tracé de voie aérienne. Le contrôle n'était que ses balbutiements. Plus tard, la situation a un petit peu changé. Une voie aérienne a été créée entre Paris, Bordeaux, Madrid, puis prolongée ensuite sur Casablanca. Et la région de contrôle terminal de Bordeaux a été modifiée. Il est créé aussi une région de contrôle terminal sur Toulouse. Et puis on voit apparaître les premières zones militaires, tant en Espagne qu'en France, puisque pour ce qui nous concerne, on voit les zones pour Francadel, pour Mont-de-Marsan et pour Cazaux.
De 1966, on voit que la situation a considérablement changé. Plusieurs voies aériennes ont été créées. Les zones militaires se sont généralisées. Il ne faut pas oublier qu'entre-temps s'est installé le radar, donc les possibilités de travail et de contrôler ont été considérablement améliorées. On constate aussi qu'il y a une zone terminale qui a été créée sur Tarbes-Pau, sur Biarritz. Tarbes-Pau, n'oublions pas. C'est en 1958, le bicentenaire des apparitions de Lourdes, avec un très fort accroissement du trafic aérien sur l'aérodrome de Lourdes, qui a nécessité, de la part des contrôleurs eux-mêmes, la création de nouvelles voies aériennes pour gérer le trafic autour de l'aérodrome de Lourdes. Oh, vas-y, parle. Nous voici donc 10 années plus tard encore, 1976, avec une particularité, donc la densification des zones militaires qui prennent quasiment tout l'espace hors voie aérienne et la modification de certaines des régions de contrôle terminal, en particulier la création de la zone de Limoges, aérodrome qui était en pleine expansion à l'époque, et puis la modification aussi de toutes les procédures sur la zone de contrôle terminal de Toulouse. Sur la dernière carte, eh bien c'est ce qui se passe actuellement, c'est la carte de 1991. Pas de grands changements notables au niveau des voies aériennes et des régions de contrôle terminal, si ce n'est la création de la zone de Rodez, aérodrome lui aussi en grande expansion. Par contre, on constate une modification au niveau de l'océan Atlantique, puisqu'en 1981, les voies aériennes que Bordeaux gérait sur l'Atlantique ont été transférées au centre de contrôle de Brest pour mieux équilibrer les charges de travail entre Brest et Bordeaux. Assuré avec des postes RU 93 et on a la chance d'en récupérer un qui vient de nous être prêté par un agent technique de l'aéroport de Bordeaux et qui fonctionne encore. Il s'en sert d'ailleurs pour écouter les différents trafics. Alors là, on a une tenue de contrôleur de navigation aérienne, contrôleur ordinaire 2 galons, contrôleur principal avec 3 galons, avec une superbe casquette assortie. Alors, bien qu'étant dans l'aviation, on voit que c'était dessiné par un marin, c'est une veste croisée. Et puis, évidemment, on a avec la belle capote qui finissait l'ensemble. Voilà. Et cet ensemble était porté à quelle époque? Ah, ça a été porté dans les années 58 par là, encore. Alors, on va terminer là cette petite visite là sur le tour de salle. On va avoir un coup d'œil là sur les deux tours là, qui sont sur le tableau, l'évolution du trafic et l'évolution des effectifs contrôleurs là, depuis pratiquement les autres. Alors là sur ce graphique, la courbe verte représente l'évolution des effectifs contrôleurs en salle et la courbe rouge, la variation du trafic depuis 1948. Alors on se rend compte qu'il y a une inflexion vers 1973, c'est le premier choc pétrolier. Et ensuite, le décrochement a lieu à l'époque où nous avons transféré 2 Airways à Brest, UB11 et l'UA32. Par la suite, la croissance est très importante et due surtout à la croissance du trafic en espace inférieur. Actuellement, on tourne vers un taux de croissance de l'ordre de 5 à 6%. Il n'était pas facile de réaliser cette exposition. Et mes 3 amis ont réussi dans leur entreprise qu'il fallait absolument voir. C'est pourquoi j'ai essayé, avec mes modestes moyens, d'en retenir l'essentiel. Pardon pour la qualité médiocre de certains plans. Et merci à mes présentateurs qui m'ont permis de réaliser ce document. Il restera un témoignage inaltérable de l'évolution continuelle du contrôle aérien dont nous avons été les acteurs.